Bonjour et bienvenue dans votre formation sur l'initiation à la négociation commerciale. La séance d'aujourd'hui est consacrée au 10e chapitre de cette formation. Dans ce 10e chapitre, nous allons parler des étapes de la négociation commerciale. On peut dire des étapes de la négociation tout court parce que toutes ces étapes-là sont applicables pour quel que soit le type de négociation. Que ce soit la négociation commerciale, que ce soit la négociation politique, que ce soit la négociation diplomatique, que ce soit la négociation sociale, notamment en cas de conflits sociaux. Ce sont ces mêmes étapes qu'on applique. C'est important, il faut être attentif et n'hésitez pas à poser des questions sur le forum parce que nous sommes là pour vous écouter et votre participation est importante pour nous. Autre chose, n'oubliez pas de faire les exercices, de faire les quiz, parce que ce sont les exercices et les quiz qui vous permettent de mieux assimiler cette formation au fur et à mesure que vous avancez dans cette formation. Maintenant, passons aux généralités des étapes de la négociation. Alors, les différentes étapes pour la réalisation d'un entretien de vente, on parle entretien de vente ou négociation des ventes. Il faut tenir compte déjà du rôle du vendeur. Le vendeur, lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est de vendre son produit ou ses produits ou ses services. Le rôle de l'acheteur, l'acheteur, son rôle est d'acheter et d'acquérir un bien, d'acquérir le produit, d'acquérir les services. Pourquoi il est là? La réalisation de l'acte, c'est l'échange entre l'acheteur et le vendeur. On va parler également des B2B et B2C, et B2B, B2C, comment ça se passe dans leur négociation. La négociation B2C, c'est la négociation entre le vendeur et l'acheteur particulier. L'acheteur particulier, quelqu'un qui va acheter dans une boutique quand c'est un acheteur particulier. La réalisation de la négociation en B2B, c'est l'entretien entre deux professionnels, entre deux entreprises ou bien deux représentants d'entreprises qui cherchent à faire affaire pour leur entreprise respective. Ça, c'est important. Par exemple, pour B2B, nous avons les banques, les sociétés d'assurance, les cabinets de médecins, cabinets d'avocats, juristes, pharmacies, consultance, etc. Voilà, ça c'est important, il faut tenir compte de ça. En B2B, si vous négociez, vous êtes une entreprise ou bien un représentant d'une entreprise, vous négociez avec les banques. Qu'est-ce qu'on peut négocier avec les banques? Peut-être pour les moyens de paiement, les systèmes de paiement, on peut négocier avec les banques et puis pour des créances aussi, obtenir des prêts, ça c'est important, des emprunts bancaires, ça c'est important. Les sociétés d'assurance, comment assurer votre business aussi? Pour négocier. Ce n'est pas les mêmes modalités pour la personne lambda qui va négocier pour l'assurance d'elle ou bien l'assurance de sa famille. Mais assurer une autre société ou bien assurer une entreprise, ce n'est pas les mêmes modalités. D'accord? Le cabinet le cabinet de médecin, si vous vendez des services pour le milieu médical, alors vous allez négocier avec le cabinet de médecin. Vous allez négocier avec le cabinet de médecins là pour voir le produit que vous allez vendre et le discours va être différent. Comment vous allez roder votre discours. Cabinet d'avocat ou juriste, vous allez négocier avec, soit pour vous protéger, déjà, devenir votre avocat pour vous protéger, ou bien vous vendre des services à ce cabinet-là. Si vous êtes dans la technologie, c'est important. Si vous êtes dans la data, c'est important. Les pharmacies, c'est pareil et la consultance, c'est pareil. D'accord? C'est B2B. En B2C, vous allez négocier avec des particuliers, les voisins, vos voisins, les ventes
avec des collègues de travail, hein, ça c'est B2C, ou bien les ventes, on dit des collègues, parfois des collaborateurs. C'est mieux d'employer le terme collaborateur. De vendre avec des collaborateurs, c'est une entreprise qui vend ses services ou ses produits à ses collaborateurs ou les personnes qui travaillent pour l'entreprise. Ça, c'est important. Ou bien quelqu'un qui est en tant que micro-entrepreneur ou bien micro-entrepreneur, hein, qui cherche à vendre à ses amis, ses collègues de travail, etc. Ça, c'est du B2C. Voilà, par définition, on a déjà donné différentes définitions de la négociation commerciale, hein, ou de la négociation tout court. Alors là, on a une définition qui a été tirée de e-marketing.fr qui disent la négociation, c'est l'ensemble des démarches et des processus de communication ayant pour but de confronter les positions. Alors, ça, c'est important. Quand on parle de confronter les positions, on voit la position de l'acheteur et la position du vendeur. Ce sont ces deux positions-là qui se confondent. On voit le vendeur, lui, ce qui l'intéresse, hein, c'est vendre son offre, vendre son produit ou son service. L'acheteur, ce qui l'intéresse, la position, c'est d'acheter, acquérir l'offre, acquérir le bien, acquérir le produit, acquérir le service. C'est ça qui l'intéresse. Alors, c'est chacun a sa position. La position de l'acheteur, c'est acquérir le bien, mais par rapport à un montant qu'il a fixé. Fixer un montant. Il ne faut pas dépasser. Et puis, le vendeur, c'est pareil, a fixé un montant qui dépend du coût de production. Son montant dépend du coût de production. Ce que le vendeur voit, c'est de vendre son produit pour ne pas faire de perte. Il faut qu'il y ait de bénéfices. Ça, c'est la position du vendeur. Mais la position de l'acheteur, c'est d'avoir le bien en fonction d'un montant qu'il ne faut pas dépasser également, qu'il a fixé, dépendamment de son budget. Voilà, c'est comme ça. Une fois qu'on arrive déjà à satisfaire ces attentes respectives, on a un accord. On a un accord, on signe le contrat et puis ça peut perdurer dans le temps. Si la transaction est bien passée, à l'avenir, l'acheteur va continuer à acheter chez ce même vendeur. Voilà, on dit la négociation implique toujours des parties, parfois trois parties, c'est surtout quand on négocie sur des contrats sensibles, en cas de conflit, il y a toujours un intermédiaire ou un médiateur. Le médiateur est là pour faciliter les échanges. Voilà. Mais de manière générale, c'est toujours deux parties. Par exemple, la gestion des conflits, on a trois parties. On a une partie neutre qui joue le rôle d'arbitre, qui joue le rôle de médiateur, mais il y a les deux autres parties classiques, hein, à savoir les deux adversaires. Là, on n'emploie pas le terme ennemi, même si vous êtes en guerre, on parle plus de la guerre quand on rencontre pour négocier, on parle plus d'ennemis, on parle plutôt d'adversaires. Vous êtes des adversaires. Entre vous deux, il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le médiateur. Bon, dans la négociation commerciale, on a deux parties. Ces deux parties sont l'acheteur et le vendeur. Le point de vue de l'acheteur, c'est qu'est-ce que j'ai besoin. Le point de vue du vendeur, qu'est-ce que j'offre. Ça, c'est important. Est-ce que mon offre est meilleure du marché? C'est toujours comme ça. Le vendeur dit souvent, nous sommes les meilleurs. Notre offre est meilleure sur le marché. En termes de qualité, en termes de prix, rapport qualité-prix, vous ne trouvez pas meilleur ailleurs. C'est la position du vendeur. Mais l'acheteur se dit, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de cette offre vraiment? Et l'acheteur, comment ça se passe? L'acheteur mène également la prospection, recherche des informations en amont
soit sur vous et sur le marché. Faites ce travail de prospection, faites la veille. Quand vous faites la prospection, vous faites également la veille. Les vendeurs font pareil. Les vendeurs font pareil. Les vendeurs font la prospection, regardent le marché pour voir le prix, comme ça, pour pouvoir mieux négocier, mieux discuter avec l'acheteur lors de l'entretien de vente, lors de la négociation de vente. On dit chaque partie défend son intérêt. Chaque partie défend son intérêt. Comme on l'avait dit tout à l'heure, l'intérêt de l'acheteur, c'est avoir le bien avec un meilleur avantage. Et au niveau du vendeur, c'est vendre le bien et rentrer de l'argent sans faire des déficits. Ça aussi, c'est sans faire des déficits. Parfois, si c'est un bien qui reste chez le vendeur, qui reste depuis longtemps, il existe depuis longtemps, le but du vendeur, c'est de se débarrasser de ce bien-là. Par contre, ce n'est pas à n'importe quel prix. Il faut qu'il arrive à se débarrasser du bien sans perdre de l'argent, sans faire des déficits. D'accord? Même s'il gagne aucun bénéfice, sans qu'il gagne, il arrive à vendre le produit ou bien le bien en fonction du coût de production additionné aux frais associés. Là, il ne fait pas de bénéfice, mais il se débarrasse du bien. C'est ça qu'il faut tenir compte. Vous qui êtes vendeuse ou vendeur dans certains cas, votre but, hein, c'est de faire fructifier votre entreprise. Les biens que vous avez en votre possession à vendre sur le marché, si ce sont des biens qui existent depuis longtemps dans votre stock, vous voulez écouler votre stock, vous n'allez pas écouler à prix cassé ou bien à perte. Vous pouvez faire à prix cassé, mais il faut que vous calculez comment respecter les investissements que vous avez réalisés. Les charges que vous avez payées, les charges qui sont autour de ce bien-là que vous avez payé. Vous rentrez tout dans les calculs et après pour voir le prix minimum qu'il faut écouler ces produits. D'accord? Ça, c'est important. Il faut être toujours prévoyant et prévoyante. Quels sont les objectifs de la négociation? Bon, les objectifs de la négociation, c'est d'avoir un dialogue avec les clients qui permet de connaître et anticiper ses besoins. En discutant avec les clients, vous allez cerner ses besoins. Le mot d'ordre, c'est d'être à l'écoute. Il ne faut jamais laisser de frustration chez les clients. Il faut écouter attentivement, vous prenez des notes et après, vous pouvez répondre à ses besoins, à ses attentes. Voilà, ça c'est important. Si ce sont des clients qui ont l'habitude d'acheter chez vous, qui font appel à vous, ou bien à qui vous faites des appels téléphoniques, vous les appelez pour proposer des offres, de nouvelles offres. Et là encore, il faut aller avec de la précision, avec de la bonne information et en fonction du besoin de la cliente. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez les fidéliser. Mais si vous vendez des produits ou bien des services qui ne correspondent pas aux attentes ou bien aux besoins de la clientèle, votre clientèle va partir. C'est ce qu'on appelle l'attrition. Votre rôle, c'est de lutter également contre l'attrition, d'où l'intérêt de la négociation. Lutter contre l'attrition, c'est d'augmenter le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est le taux de clients qui restent dans votre base de données, qui restent et qui augmente au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous avez de nouveaux clients qui rentrent dans votre base de données, vous faites appel à ces clients-là et ces clients continuent à acheter vos produits ou vos services. Vous pouvez appeler les clients, vous ne l'avez pas trouvé, vous laissez un SMS et vous demandez à ces clients ou à ces clients de passer vous voir ou bien passer dans votre boutique ou bien de consulter votre site Internet. Et là,
les statistiques vont jouer pour vous. Vous allez voir, avant l'appel, comment étaient les trafics dans votre boutique, les gens qui passent dans votre boutique, qui visitent votre boutique, et après l'appel, une semaine après l'appel, est-ce que le nombre augmente? Ça aussi, pour voir l'effet de cette négociation par téléphone ou bien par SMS ou bien par mail aussi. Et la négociation permet de capter les clients à long terme dans votre base de données et d'avoir toujours des clients qui visitent votre boutique en permanence, qui visitent votre site Internet en permanence. Et derrière, ça permet d'améliorer les chiffres d'affaires de votre entreprise. Ça permet d'améliorer les ventes, d'augmenter le volume de vente, quelque sorte augmenter votre chiffre d'affaires et faire plus d'argent. Quelles sont les qualités pour être un bon commercial? Ça, c'est important. Il faut avoir certaines qualités qu'on va essayer de voir en détail au fur et à mesure qu'on avance dans cette séance aujourd'hui. Notamment, il faut être crédible, il faut être honnête, être à l'écoute. Ça, c'est important. C'est toi déjà. Lors de la prospection, il faut être à l'écoute. Faites la prospection, vous appelez quelqu'un au téléphone, vous discutez avec la personne, vous demandez ce qu'elle aime, notamment en matière de consommation d'un produit qui fait partie de la famille des produits que vous disposez, ou bien vous vendez. Là, il faut écouter. Il faut écouter. Si c'est la personne qui vous appelle pour vous demander des conseils, il faut sauter sur l'occasion pour faire parler la personne pour écouter. Ça, c'est important. L'écoute active. Mais lors de la négociation, pareil, vous êtes en face avec la personne, il faut écouter. Il faut écouter. Déjà, c'est comment je peux vous aider. En même temps, là encore, en négociation, on n'a pas appris ça à l'école. On n'a pas appris ça nulle part. Mais c'est important par expérience. Quand vous négociez, quand on dit écoute active, vous ne devez pas avoir des supports qui peuvent vous nuire, des supports avec vous qui peuvent vous nuire, des supports tels que le téléphone portable, smartphone ou une tablette. Hein. Non, vous n'avez rien. Si c'est une tablette, peut-être pour montrer des exemples aux clients ou bien à la personne qui est en face de vous pendant la négociation. Voilà, c'est comme ça passe. Ça se passe. Vous écoutez, il n'y a rien qui pourrait vous perturber. En même temps, vous discutez avec la personne, vous ne regardez pas à droite à gauche. C'est seulement la personne qui vous intéresse. Vous regardez seulement la personne. Par contre, vous pouvez avoir un cahier avec vous hein, pour prendre des notes, des feuilles, crayon, cahier, stylo. Pour prendre des notes, vous prenez des notes, peut-être vous pouvez regarder dans votre feuille les notes que vous avez. Ou bien vous avez des notes avec vous, vous pouvez regarder dans vos notes si vous avez une question à poser. Mais restez focus et focalisé sur la personne avec qui vous discutez, vous échangez. C'est ça qu'on appelle l'écoute active. Dans l'écoute active, hein, pareil, si pendant que la personne parle, il y a un bruit ou bien quelqu'un qui parle à côté, vous tournez la tête, là, vous n'êtes plus intéressé à la personne. C'est l'interprétation, d'accord? Ou bien pendant que la personne qui discute avec vous. En même temps, vous regardez d'autres personnes. Là, vous n'êtes pas focalisé sur la personne et là, vous passez à côté. C'est pour cela qu'on dit écoute active, c'est rester focus sur la personne qui parle avec vous. Il faut être bien organisé. Tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir des feuilles avec vous, des cahiers ou bien crayons, stylos, pour prendre des notes, hein, pour noter, ou bien même des post-it pour noter. C'est bien. Comme ça, vous êtes organisé. Si vous avez une question à poser, il ne faut pas avoir différentes feuilles qui sont totalement non assemblées. Il faut que les feuilles soient assemblées, comme ça, et numérotées. Vous savez à quelle feuille que votre question se trouve. Là, il faut utiliser des post-it. Dynamique et actif, hein, ça c'est important. Votre capacité à rebondir rapidement pendant que vous discutez. S'il y a une question que la personne pose, vous répondez
pendant que vous répondez, la personne profite pour glisser un exemple. Dans ces exemples-là, si vous avez une idée de quoi la personne parle, il faut rebondir. Capacité à rebondir. Bon, ça, c'est important. Et en même temps, dépendamment du produit ou du service, dans la cosmétique, c'est bien, vous avez des échantillons aussi. Toujours avoir des échantillons. Par exemple, si la personne dit, bon, je ne sais pas quel effet ça va produire sur la peau, puis vous faites une démonstration. Prenez un échantillon, vous essayez, vous testez vous-même pour montrer que ce que la personne a dit, hein, peut-être c'est faux, et vous n'avez pas peur d'utiliser. Et comme ça, la personne peut tester. Vous demandez à la personne de tester aussi. D'accord? D'être toujours actif, hein, on va dire réactif, hein, réactive, hein, c'est dans ce sens-là. Tenue vestimentaire, il faut que ça soit correct, qui correspond au profil du métier des négociateurs. D'accord? Et esprit de communication. Ça, il faut laisser rien au hasard. Si vous voyez que la personne a des doutes, il faut faire en sorte que ces doutes soient soulevés et soulevés dans la discussion et aussi que ces doutes soient supprimés dans la tête de la personne. Pour supprimer le doute, hein, déjà, vous dites, par exemple, vous discutez avec la personne, vous dites quelque chose, la personne fait moins, là déjà, ou bien la personne fait des signes, hein, des signes parfois parasites, hein, des fois. Avec ces signes-là, il faut être toujours active ou réactive pour poser, pour dire à la personne, est-ce que vous avez un problème par rapport à ça? Est-ce que vous n'êtes pas satisfaite de ce que je viens de dire? Vous n'êtes pas convaincu? Voilà. Il faut enlever les doutes. Ça, c'est votre rôle. Ça, c'est important. Tout se passe par la communication. Et aussi, quand vous discutez, essayez d'écouter ce que la personne dit et en même temps, les gestes que la personne fait, il faut que vous arriviez à détecter ces gestes-là et décortiquer ces gestes et décoder ces gestes. Parce que c'est important. Aussi, il faut être souriant. Être souriant signifie que quand vous discutez, il faut que vous montrez que vous êtes charismatique, hein, charismatique. Vous êtes content d'être là. Vous êtes content d'être là. Bon, ça me fait penser avec une jeune qui, j'ai réalisé un entretien avec la jeune qui devait rentrer dans une formation. Bon, dans le bilan que j'ai fait avec la jeune, c'est comme un rayon de soleil. Elle est souriante du début jusqu'à la fin de l'entretien. Voilà. Ça montre si quelqu'un, quand cette personne fait partie d'une équipe, hein, cette personne-là met la joie de vivre. Ça, c'est important. Pareil, même si vous avez des problèmes avec la personne, mais il ne faut pas rigoler, être souriant de manière hypocrite aussi. Ça, c'est important. Mais faire en sorte que vous montrez que vous êtes content d'être là. D'accord? Heureusement, c'est la négociation commerciale, ce n'est pas la négociation en cas de conflit. En cas de conflit, c'est différent. Vous restez stoïque, c'est bien. Mais par contre, si c'est la négociation du contrat commercial, hein, bien du contrat d'affaires quelconque, il faut montrer que vous êtes content d'être là. Ça, c'est important. Il faut être professionnel aussi. Il ne faut pas glisser des blagues à n'importe quel moment, hein. D'ailleurs, la personne qui est en face de vous, on ne sait pas qui est cette personne. Peut-être cette personne-là ne tolère pas les blagues. Ça aussi, c'est important. Et être ponctuel toujours à l'air. Le sang-froid. Même si vous voyez la personne est en face de vous, est en train de hausser le ton, vous gardez votre calme. Ça, c'est important. Et d'être patient. Ça, parfois, c'est un test. Parfois, certains tests, la personne va vous tester. C'est surtout si que votre survie, la survie de votre entreprise ou de votre business, hein, ou ce que vous faites, dépend de cette personne-là ou bien dépend de cette entreprise-là. Il vous fait poireauter à attendre, vous attendez. Ne montrez pas que vous êtes impatient de partir. Et quand vous arrivez, ne montrez pas que vous êtes impatient de regarder de temps en temps votre montre. Mais non, ça ne se fait pas.
Le mieux serait d'aller sans montre, hein, sans téléphone. Comme ça, vous n'aurez pas de temps en temps à regarder votre téléphone ou bien votre montre pour regarder quelle heure il fait. Autre chose, si dans l'espace, il y a une horloge, il ne faut pas regarder l'horloge de temps en temps, il ne faut pas regarder l'horloge. Ça montre que vous êtes là juste pour discuter 2, 3 mois pour partir. Vous êtes impatient. Pareil, le langage verbal et non verbal, il faut les décoder. Et bon, il faut être très démonstratif. Quand vous expliquez quelque chose, vous faites une démonstration, un peu de théâtre, hein, ça c'est important quand vous négociez. Sauf si vous êtes fatigué. Quand on est fatigué, on présente quelque chose, ça se voit. Si on essaye d'être théâtral, mais ce qu'on projette ne correspond pas au mouvement, ne correspond pas à ce qu'on dit aussi. On fait des mouvements parasites, c'est-à-dire on fait juste des mouvements pour des mouvements et ces mouvements se répètent plusieurs fois. C'est pour cela que ça c'est devenu parasite. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça quand vous négociez. Verbal et non verbal, c'est important. Voilà. Et puis, c'est fait impoli aussi pendant que si on vous pose une question, vous ne répondez pas, vous faites des gestes. C'est impoli. Il faut parler. Faites des gestes. Il faut que ces gestes soient en synchronisation avec ce que vous êtes en train de dire. D'accord? OK. Euh, c'est pareil, si on vous pose une question, vous dites oui. Ce n'est pas oui. Vous dites oui. Voilà, c'est ça, vous faites le geste avec la tête. Et quand vous dites oui, si on parle d'avantage, il faut être souriant aussi. Oui, ça c'est important. D'accord? OK, maintenant on va voir ces points en détail. Déjà, quand on dit il faut être crédible et honnête, hein, honnête signifie vous respectez votre promesse. Respectez votre promesse, hein, comment vous pouvez respecter votre promesse, hein, par l'intermédiaire de vos produits ou vos services, c'est de démontrer à la personne en face de vous quels sont les avantages qu'elle va tirer. Si vous êtes en B2B, il faut démontrer, il faut montrer et démontrer quels sont les avantages que l'entreprise va bénéficier par l'intermédiaire de votre produit ou service. Et d'être crédible. Et ces avantages-là doivent être prouvés par des expériences passées. Il faut donner des références. Dites, hein, si vous ne croyez pas, vous pouvez appeler telle entreprise ou bien telle personne qui travaille dans telle entreprise, vous appelez de ma part. Ou bien vous appelez, vous demandez est-ce qu'elle a réalisé une expérience avec mon entreprise, avec mon produit, comment ça a été. Voilà, c'est ça, la crédibilité. Et une fois que vous êtes honnête ou bien l'interlocuteur ou les clients vous trouvez honnête, les clients vous trouvent honnête, crédible, et ces clients-là va continuer à acheter chez vous. Ces clients-là va continuer à s'approvisionner chez vous. C'est ça qui établit une relation à long terme, d'où la fidélisation. Ça, c'est important. Et autre chose, si vous êtes représentant d'une entreprise, il ne faut jamais critiquer l'entreprise. Quelle que soit l'entreprise, il ne faut jamais critiquer une entreprise. Même si c'est une entreprise avec qui vous avez eu une mauvaise expérience dans le passé, il ne faut jamais critiquer ça aussi. Une entreprise, hein, ou bien un collaborateur, une collaboratrice, il ne faut jamais critiquer. En négociation, c'est mal vu. D'accord? C'est mal vu. Écoute active, il faut prendre son temps, prenez votre temps pour écouter votre interlocuteur. En négociation, c'est bien. Parce que si tout le monde parle en même temps, ça fait de la cacophonie. La négociation va se transformer en confrontation. Ça, c'est important. Vous vous rappelez l'échange entre Donald Trump
et Volodymyr Zelensky. C'est pareil, l'échange entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa. Bon, c'est tout récent avec Cyril Ramaphosa. Bon, là, c'était un échange qui devait être convivial, mais c'est transformé en confrontation d'idées. La confrontation des idées, ça ne produit pas de résultats. Ça, c'est important. Et dépendamment du pays, de la personne qu'on a en face de nous, ou bien de la condition qu'on négocie, ou bien de la situation, il va y avoir des interprétations derrière. En politique, quand on voit cette histoire de débat des politiciens, parfois, il n'y a pas de débat, on voit surtout des confrontations. Il n'y a pas de débat. Débat respectueux, ça se base sur les expériences de chacun, sur les promesses de chacun, sur les programmes de chacun. C'est ça le vrai débat, sur les promesses. Ce n'est pas des confrontations, commencer à traiter l'autre de mauvaise foi, commencer à traiter l'autre des choses, de reprocher l'autre sur des choses, ou bien même euh, essayer de même euh, attaquer à la sensibilité de la personne, à l'émotionnel, même à sa famille, à sa vie privée. Ça aussi, ce n'est pas bien. D'accord? Ça, il faut tenir compte de ça. Euh, Là encore, si vous êtes en débat de politique, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter, c'est important. Ce que les Occidentaux utilisent beaucoup, certains Occidentaux, ce ne sont pas tous les Occidentaux, certains, surtout ceux qui sont toujours manifestés le sentiment colonialiste quand ils sont en présence d'une autre catégorie de personnes, personnes qui viennent du sud global et les restes, ils montrent souvent qu'ils sont supérieurs. Qu'ils sont supérieurs. Voilà, une fois que j'avais regardé un échange entre des représentants d'une entreprise française et des représentants d'une entreprise chinoise qui négociaient sur certaines choses. Bon, c'était filmé, c'était projeté à la télé. Ce qui m'a choqué, c'était après les échanges, il y avait des discussions avec l'un des négociateurs occidentaux. Le négociateur occidental, on avait demandé son point de vue, comment ça se passe, etc. Elle dit, bon, je comprends pas. Bon, le problème que j'ai, je comprends pas des Chinois. Je comprends pas leur point de vue. Et j'ai du mal à comprendre. Et pourtant, c'est simple. C'est pas que vous avez du mal à comprendre, c'est que vous n'avez pas été formé sur la négociation interculturelle. Vous n'avez pas été formé. Chacun a sa propre culture. Si on arrive à comprendre la position de l'autre, on peut faire de bonnes affaires. Alors, rappelez-vous, à l'époque, l'époque de l'Antiquité, quand il y a des groupes qui voyageaient, qui rencontraient d'autres groupes, à l'époque, on voyageait à dos de cheval, à dos d'âne, à dos de cheval, à dos de mulet. On arrive dans des endroits, on rencontre, il y a un peuple qui arrive dans un endroit, ou bien des représentants d'un peuple arrivent dans un endroit et qui rencontrent un autre peuple. Et même si on ne parle même pas la même langue déjà, on ne comprend même pas ce que l'autre dit, mais on arrive à faire du commerce, on arrive à échanger des biens. Vous voyez? C'est parce que chacun respecte l'autre, voit ce que l'autre a, que moi j'ai besoin, je vais négocier avec l'autre. Tout ça. On ne comprend pas, on fait des gestes, et puis on échange. C'est comme ça a été. C'est comme ça a été avant que les rescapés de la peste bubonique envahit l'Afrique. C'est comme ça a été. Voilà. Avant. Bon. OK, c'est important, il faut toujours écouter. Même si vous êtes en débat politique, pensez à la négociation. Écoutez tout ce que l'autre a dit. Tout ce que l'autre a dit, vous prenez des notes et après vous analysez. Quand vous allez répondre, vous répondez avec des tacs et des tics, avec des informations factuelles. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Et ce qu'on voit de nos jours qui passent,
On voit le mensonge est devenu comme une compétition internationale que chacun cherche à mensonger sur d'autres. Chaque groupe cherche à mensonger sur d'autres groupes. Je parle à l'international, le grand échiquier politique et médiatique. C'est ça. Mais heureusement, il n'existe pas ça. Il y a quand même des personnes qui sont toujours à l'écoute des autres, hein, qui permet d'équilibrer les débats. Ça, c'est important. Quand on dit écoute active, hein, aussi, vous écoutez pour aider les clients à prendre la bonne décision. Si vous avez des supports avec vous, des brochures, catalogues, ça peut aider les clients. Si vous voyez le client a toujours des doutes, vous présentez ces supports-là. Vous présentez les avis clients, vous donnez des liens à consulter. Ça vous aide. Ça participe dans l'écoute active. L'écoute active n'est pas seulement vous écouter, mais vous cherchez à interagir avec la personne. Vous avez des supports avec vous pour aider la personne, pour voir, comme ça la personne voit que vous avez compris ce qu'elle a dit et vous êtes prêt à l'aider. La qualité d'un commercial ou d'une commerciale passe également par sa tenue vestimentaire. Comment la personne s'habille. Alors, le métier de la négociation demande qu'on soit habillé en tailleur. Habillé en tailleur. Ça, c'est important. Ça, c'est important, dépendamment de votre culture, dépendamment de votre pays, même la religion aussi. Il y a une façon de s'habiller pour, comme vous allez négocier, vous n'allez pas négocier un jean, vous voyez, un t-shirt, une casquette, mais il faut apporter des tenues, des tenues qu'on appelle le plus souvent des tenues de ville. Tenues de ville. Des tenues de ville signifie que s'il y a une fête au palais de votre pays, comment vous devez vous habiller. C'est presque pareil. Mais vous n'allez pas habiller de manière chic, etc. Mais par contre, hein, c'est la façon dont vous devez habiller. On ne va pas être dans le haut de gamme, mais en milieu de gamme, ça passe. C'est bien. J'ai bien précisé, dépendamment de votre pays, les codes vestimentaires de votre pays. Ça aussi. Il ne faut pas avoir un style décalé qui ne correspond pas aux normes, d'accord, pour la négociation. Pour comprendre ça, très bien, je vous conseille de regarder souvent quand il y a des commissions qui se réunissent à Nations Unies. Voilà, à l'ONU, quand il y a des commissions qui se réunissent, on voit différentes nationalités, les gens s'habillent en fonction de leur origine, en fonction de leur culture. Ça vous donne des exemples. Vous pouvez vous inspirer. Mais par contre, si vous êtes dans un pays, vous allez négocier dans un pays, il faut, même si vous avez votre propre culture, essayer de vous rapprocher de la culture du pays, de vous rapprocher. Et pas vous dire de vous transformer totalement, non, c'est juste vous rapprocher. Vous rapprocher comme ça pour faciliter les échanges. Et voilà, ne mettez pas en tête que tout le monde est formé comme vous. Tout le monde a eu une éducation ou une formation sur l'interculturalité. C'est pour cela que vous devez faire votre effort de vous mettre au milieu, pas vous rabaisser, mais non, c'est de vous mettre au milieu. Ça, c'est important. Comme ça, vous ne cherchez pas à dénaturer votre propre culture et en même temps, vous ne cherchez pas à dénaturer la culture de l'autre. D'accord? C'est ça. Mais le style qu'il faut toujours bannir, t-shirt, casquette, jean, on ne peut pas aller en négociation avec cette tenue. D'accord? Il faut que vous vous présentez dans une tenue que les gens puissent vous respecter. Les gens. Voilà, ça c'est important, important hein, dans les pays occidentaux. On voit les vestes, hein, c'est important d'avoir une veste sur vous, c'est très important. Alors, l'esprit de communication dit que les négociateurs sont des bons communicants.
faut que vous ayez la capacité de communiquer, communiquer avec l'autre, d'écouter en même temps, vous répondre, on dit, en même temps, vous donner la bonne information, en même temps, vous cherchez à séduire l'autre. C'est important pour vous et pour la négociation, pour l'acte de la négociation. Ça aussi. Il faut dire qu'il ne faut pas seulement rester à écouter, écouter sans interagir. Alors là, si on regarde sur ces deux images, on voit cette personne-là qui parle, qui explique, et cette personne écoute. Et deuxième position, on voit c'est cette personne qui écoute, maintenant c'est cette personne-là qui parle, qui explique. Voilà, c'est ça la négociation. Processus d'échange. Vous écoutez, vous prenez des notes, et après, vous cherchez à rebondir. Et en même temps, hein, même si on parle des choses sensibles, il faut avoir du charisme hein, aussi. Il faut avoir du charisme. Alors, il ne faut pas avoir, bon, je vois souvent hein, quand on écoute. Dans le pays où je vis, hein, j'écoute souvent, parfois les caméras cachées, je regarde souvent les caméras cachées pour montrer le comportement des policiers. Le comportement des policiers qui cherchent à rabaisser surtout les personnes qui habitent dans des quartiers populaires. Quand je vois ça, je me suis dit, bon, nous sommes dans quel monde? Nous vivons dans quel monde? Ça, c'est important. Pareil pour voir ce qui se passe dans les scènes politiques. Hein. Les partis politiques traditionnellement embourgeoisés qui cherchent à traiter les autres partis politiques, qui disent les petits partis politiques qui sont formés par les gens du peuple. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment hallucinant. Et comme dans les médias, on trouve le plus souvent des gens, des journalistes embourgeoisés aussi. Et voilà, quand vous regardez ces médias-là, même vous, vous pouvez vous haïr. Vous pouvez vous haïr. Même vous, vous pouvez dire, franchement, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes une mauvaise personne. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas de la communication. D'accord? La communication, quand on dit qu'il faut être un bon communicant, c'est utiliser des mots simples, des phrases simples. Vous discutez avec la personne. Essayez de vous mettre dans la peau de la personne qui vous écoute. D'accord? C'est ça. Et en même temps, vous êtes là pour donner la bonne information. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut démontrer par A plus B pourquoi vous n'êtes pas d'accord, quel est l'impact ça peut produire sur vous, sur votre entreprise. Je ne suis pas d'accord avec votre proposition. Pourquoi? Parce que si j'ai fait, mais si j'accepte ce que vous proposez, ce sera la disparition totale de mon entreprise. C'est ça, la disparition totale de mon service. Ça aussi. C'est comme ça. Il faut agir. Je ne suis pas d'accord. C'est bon, je passe à autre chose. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est important. Vous n'êtes pas d'accord. Vous argumentez. Vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. C'est là, c'est la communication. Il faut jouer le jeu de la communication. OK? C'est pareil. Si que je prends l'exemple dans les scènes politiques, hein, on voit surtout quand il y a des regroupements de plusieurs partis politiques, c'est un regroupement. Parfois, il y a l'un des partis qui ne se retrouve pas par rapport à une proposition de loi, par exemple. Si le parti ne se retrouve pas, le parti va manifester son désaccord. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Il faut justifier. D'accord, c'est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, il n'y a pas de problème. Mais il faut justifier pourquoi. Alors, c'est pour cela qu'il faut communiquer. Vous faites une proposition dans la négociation, vous dites que mon produit, c'est 500 dollars américains. 500 dollars américains, je vends ce service ou ce produit. Et la personne en face de vous dit, bon, je ne suis pas d'accord avec 500 dollars. Moi, je vous propose 400 dollars. Avant tout, comme en amont, vous avez déjà fixé une limite hein, qu'il ne faut pas descendre en dessous, déjà, votre prix plancher. Alors, si c'est supérieur
à 400, vous allez dire, moi, je ne suis pas d'accord, je, peux pas, je ne peux pas. Si je vous donne à 400, ce sera la perte totale. Et vous argumentez. Ce n'est pas juste la perte totale, comme ça, c'est la perte totale pour vous. Vous juste argumenter pour dire seulement les matières premières, ça m'a coûté tant. La production dans les ateliers ou à l'usine, ça m'a coûté tant. Les frais de communication, ça m'a coûté tant. Les intermédiaires, ça m'a coûté tant. Le transport, ça m'a coûté tant. Vous étalez tout et comme ça, la personne va se rendre compte, vraiment, vous avez raison. Et en même temps, quand vous parlez, si vous voulez, vous pouvez vérifier. Voilà. Le transport de tel endroit à tel endroit, combien ça coûte? Vous pouvez regarder sur Internet. J'ai un catalogue avec moi, j'ai des numéros avec moi, vous pouvez les appeler ou bien demander à quelqu'un d'autre d'appeler, vérifier. Comme ça, vous arrivez à convaincre la personne. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut être très bon communicant. C'est comme ça. Tout se passe dans la communication. Et ce n'est pas moi qui l'avais dit. On a dit au commencement, c'était la parole. Bon, ce sont les Saintes Écritures qui mentionnent ça. Être ponctuel, toujours à l'heure. Ça, c'est important. Toujours à l'heure. Si vous avez rendez-vous pour un entretien, pour une démonstration de vente, où il y a des bouchons, dans la rue, vous ne pouvez pas arriver à l'heure, tout est bouché, il faut appeler. Il faut appeler pour prévenir. Appeler pour prévenir. Alors, ce que je vous conseille souvent, c'est que si vous avez rendez-vous pour négocier, pour vendre quelque chose, vous avez rendez-vous, vous devez faire en sorte d'arriver dans la zone 1 heure avant. Sauf si vous avez des contraintes spécifiques, des contraintes familiaux, voilà, ça peut arriver. Mais sinon, vous faites en sorte d'arriver dans la zone 1 heure d'avant. 1 heure à l'avance, qu'est-ce que ça signifie? Vous arrivez dans la zone, hein, ça permet de limiter les bouchons. Ça peut arriver qu'il y a des bouchons. Ou bien s'il y a un accident sur la route, ça permet de prévenir à l'avance. S'il y a un accident sur la route, hein, 1 heure avant l'entretien ou même 2 heures avant l'entretien, vous prévenez. Il y a un accident sur la route. Ou bien si vous êtes en transport en commun, dans votre ligne, il y a un accident, bah, tout est bloqué. Il n'y a pas de transport. Si vous n'avez pas assez de moyens pour prendre un taxi, peut-être vous avez des moyens, mais vous n'avez pas pensé de prendre une quantité d'argent euh, en surplus pour pouvoir prendre un taxi. Ça peut arriver, vous prenez un taxi et le taxi a un problème de crevaison de pneus. S'il y a un nœud qui est crevé, bon, et dans cet endroit-là, c'est difficile de trouver un autre taxi. Ça peut arriver. C'est là, je vous conseille toujours d'arriver dans la zone à l'avance, 1 heure à l'avance, et ça vous permet d'être toujours à l'heure au rendez-vous. Il ne faut jamais arriver en retard au rendez-vous. Dépendamment, si vous êtes en B2B, il faut arriver dans les locaux 30 minutes à l'avance. Comme ça permet de repérer les locaux, de voir comment ça se positionne, où le soleil se lève, où le soleil se couche, peut-être dans quel endroit que vous allez être. Comme ça vous permet de vous orienter. Déjà, c'est important. Ça permet au moins de vous familiariser avec les gens à l'accueil. Vous arrivez 30 minutes à l'avance. Ça, c'est important. Et si c'est vous qui recevez la personne euh, dans vos locaux, hein, pour l'entretien, pour la négociation, encore, il faut que vous soyez prêt 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. 15 minutes. Comme ça, si la personne est déjà là, puis vous faites monter la personne, hein, ou bien vous faites rentrer la personne, hein, et 10 minutes, hein, la personne arrive à 15 minutes avant. Peut-être la personne est déjà là. Si la personne est déjà là, 15 minutes, hein, vous faites rentrer la personne, hein, et après, vous avez le temps d'offrir de l'eau, du café, du thé à la personne et avant de débuter la négociation. Ça, c'est important. Quand on parle de la ponctualité, c'est ni pour l'acheteur, ni pour le vendeur. C'est dans les deux sens. Si c'est chez vous, soyez prêt 15 minutes à l'avance. Si c'est dans les locaux d'un partenaire, d'une entreprise, ou bien vous allez vous déplacer, d'être dans la zone 1 heure à l'avance.
Arrivez dans les locaux 30 minutes à l'avance. Comme ça montre que vous êtes intéressé. C'est quelqu'un intéressant, déjà avec qui on va faire du business. Comme ça, on vous met dans la salle d'attente. Vous pouvez profiter pour défeuilleter les catalogues et puis regarder les informations, lire un livre pour montrer que vous restez concentré. D'accord? Ou bien regarder les feuilles que vous avez avec vous, euh, parce que en amont, vous avez préparé un ensemble de questions avec des réponses, hein. Vous regardez tout, ça vous permet d'être toujours au point avant de commencer l'entretien. Ça, c'est important, la ponctualité. Le sang-froid, hein, là, l'exemple typique qu'on montre, c'est les échanges, hein, entre Donald Trump, hein, et Joe Biden. Ça, c'était extraordinaire. Pour voir ces deux-là, leur position. Je ne parle pas les derniers échanges, hein, je parle des échanges qu'ils ont eus et quand Joe Biden était élu en 2020. Voilà, ces échanges-là. Je parle de ces échanges-là. 2021, plutôt 2021. D'accord? C'était des échanges pour les élections 2020 et puis en 2021 que Joe Biden a pris le pouvoir. Les échanges étaient très tendus. Ça aussi, il faut parler de ces échanges-là. Vous voyez ces photos-là. C'était deux personnes qui n'étaient pas calmes, qui étaient très agitées. Là encore, si vous êtes en présence, les Américains sont comme ça, sont toujours dans la confrontation, dans les négociations. Et puis, on va voir les Russes sont plutôt calmes. Les Orientaux, très calmes, sont là pour écouter. Ouais. On va voir les Américains, Anglais, les Français, très agités, très agités, pour montrer qu'ils maîtrisent tout, parler rapide, vite, montrer qu'ils maîtrisent tout. Non, pas du tout. Et votre rôle, c'est de rester calme, de rester calme. Bon, ça c'est un peu caricatural quand ils disent les Français, etc., les Américains. Mais les Américains, c'est parce ils pensent qu'ils sont supérieurs par rapport au reste du monde. C'est ça le problème avec les Américains. D'accord? Et qui passent des ordres. Quand on dit rester calme, sans froid, c'est pas seulement quand on hausse le ton. Et surtout quand on dit, mais c'est comme ça et il faut le faire, c'est soit ça ou non. Là, la personne n'est pas calme, même si la personne dit ça à un ton faible, très bas, mais non, ça n'a rien à voir. C'est quand la personne dit, ah, c'est ça, ça ou non. Là, la personne n'est pas calme. Et vous gardez votre calme, hein, votre sang-froid, vous répondez, vous dites, OK, d'accord, mais ce qu'on veut, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, encore, ça fait partie de la négociation. Tout ce que la personne a dit, vous dites, oui, ce que vous avez dit, c'est bien. C'est bien dans votre cas. Mais dans notre cas, ça ne correspond pas du tout. Il faut dire ça aussi. Et ça, c'est cette tactique que vous utilisez dans la négociation pour montrer à la personne qu'elle a raison. Elle n'a pas du tout raison. Quand vous ajoutez le mais, ça change tout. Quand vous ajoutez le mais, il faut argumenter pour démontrer par A plus B que la personne a tort. Ça, c'est très important. On dit face à différents types d'interlocuteurs, déjà, il faut que vous gardez toujours votre sens, votre calme, quel que soit l'interlocuteur, quel que soit le client. D'accord? Et parfois, il y a un interlocuteur qui vous appelle, hein, ou bien qui est en face de vous, qui cherche à vous intimider. Je me rappelle, dans un entretien que j'ai réalisé j'ai fait partie d'une équipe qui négocie pour un groupe, hein, qui travaille dans le développement économique, hein, décentralisé. Et on avait un groupe de consultants qui travaillent pour des représentants de, des influenceurs d'un pays. Alors, on était en train de discuter et puis le responsable de la délégation des représentants des groupes de pression, d'influence du pays
nous a posé une question pour dire que, bon, c'est très bien, c'est très bien dans votre pays, hein, il y a un problème entre telle catégorie et telle catégorie. Et là, ce que la personne a fait de manière délibérée, c'est juste pour toucher à notre sensibilité. Après, bon, j'ai pris la parole avant tout le monde. D'ailleurs, ce n'était pas moi qui, est, qui était responsable de l'équipe. J'ai pris la parole avant tout le monde. Je saute sur l'occasion. Je ne voulais pas laisser que ça passe ou bien que mes collègues puissent intervenir de manière frontale. J'ai pris la parole pour dire, ouais, ce que vous avez dit, c'est vrai, vous avez raison. C'est parce que vous avez peut-être vu ça dans les médias, peut-être entendu parler de ça dans les médias, mais en réalité, c'est complètement faux. Parce que si vous allez dans tel endroit et tel endroit, vous voyez ce que vous avez dit là, vous voyez, c'est l'inverse déjà. Vous allez voir, c'est l'inverse. Il faut aller dans tel ou tel endroit et après, on dit ça, les gens qui utilisent ça, c'est parce qu'ils ont un agenda à faire avancer. Ils utilisent ça, ils disent ça. Et si vous regardez, ces mêmes personnes qui prônent ces genres de messages, on voit dans leur pratique, c'est de l'inverse. J'ai donné des exemples, hein. Voilà, après, mes collègues ont ajouté d'autres informations supplémentaires pour compléter l'échange. Et puis, ça permet de contourner l'affront. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Ce que vous devez avoir en tête, quelle que soit la négociation que vous faites, gardez votre sang-froid, c'est important. C'est très important. Même si vous êtes en train de négocier en condition de conflit, conflits sociaux, il faut toujours garder votre sang. Voilà. Et la patience aussi. La patience, c'est important. Si vous, j'ai souvent dit à des gens ou des stagiaires que j'ai en face de moi sur la négociation, essayer d'avoir les qualités des Asiatiques. Les Asiatiques ont tout le temps devant eux dans la négociation. Leur but, une fois qu'ils acceptent de vous rencontrer pour négocier sur un sujet, sur un domaine, sur une affaire quelconque, sur un business quelconque, ça c'est de la chance. Ça veut dire qu'ils ne vont pas perdre leur temps et après pour laisser tomber l'affaire pour passer à autre chose. Si ça peut prendre un an de discussion, ça va prendre un an pour discuter. On va discuter sur tous les points. C'est ça. C'est de la patience. Et bon, si on se projette dans le cas des clients, les clients sont toujours occupés et pressés. Si vous appelez quelqu'un au téléphone pour vendre un produit ou service, la personne est toujours occupée. Ah, je suis occupé. Alors, avoir de la patience, dire, ouais, vous êtes occupé, je sais, c'est quand je peux vous rappeler, vous demandez à la personne sa disponibilité. Si la personne vous dit de m'appeler samedi, ben, vous appelez samedi. Vous appelez samedi, la personne dit qu'elle est occupée. Une autre fois, vous demandez. Vous insistez. Même la personne va prendre conscience pour dire, ah là là, j'ai fait tourner en rond cette dame, hein, j'ai fait tourner en rond ce monsieur. Il faut que je lui donne l'occasion de m'expliquer ce qu'il a à proposer. Bon, ce qu'elle a à proposer, ça, c'est important. Oui, c'est d'avoir la patience. D'accord? Ils n'ont jamais le temps à vous consacrer et parfois, ils vous cherchent à vous faire tourner en rond. C'est pour cela qu'il faut avoir de la patience et de la persévérance. Avec la persévérance, vous allez découcher au moins un entretien avec la personne. Ça, c'est important. C'est, dans la vraie vie, c'est comme ça. Si vous voulez rapprocher de quelqu'un ou quelqu'une, une personne, vous voyez, vous pouvez être ami avec la personne. Si vous êtes ami avec la personne pourrait vous conseiller sur telle ou telle chose ou tel domaine, hein, et vous, derrière, qu'est-ce que vous avez à proposer à la personne aussi en échange? Mais il faut avoir de la patience. Avoir de la patience, rencontrer la personne, discuter, et puis avant de proposer, ou même avant de solliciter ses conseils sur tel ou tel domaine. C'est pareil dans la vraie vie, mais dans le business, c'est les mêmes recettes qu'on applique dans le business.
Voilà, avoir de la patience, c'est important. Pareil, si, pour l'entretien, on vous donne des rendez-vous, vous arrivez sur le lieu, vous avez rendez-vous à 14 heures, vous arrivez à 13h30, et puis on vous fait attendre, hein, bon, on fait patienter, bon, pas attendre, c'est bon, on fait patienter. Et puis, 14 heures arrive, hein, on vous appelle pas, mais il faut pas rester à regarder votre montre, peut-être, hein. Il y a des caméras, on voit pas, on voit. On vous regarde peut-être pour voir vos réactions. Ça se passe surtout comme ça dans les distributeurs, chez les distributeurs euh, pour vous donner, les distributeurs pour vous donner accès à leur centre de distribution pour référencer vos produits. On vous fait attendre. Il faut avoir de la patience. Vous attendez, c'est vous qui êtes dans le besoin. Ça, il faut penser à ça. C'est vous qui êtes dans le besoin. Quand vous êtes dans le besoin, il faut avoir de la patience. Ça, bon, moi, bon, par rapport à mon pays d'origine, quand j'ai un papier, quand j'ai besoin d'une pièce quelconque, papier important, je vais à l'ambassade ou au consulat. Chaque fois, je suis arrivé et puis parfois, il y a le service qui n'est pas disponible. Je reviens, je vais chez moi et je reviens le lendemain. Ce n'est pas encore disponible, mais il faut avoir de la patience. Il ne faut pas injurier les gens, il faut que vous écoutez, et puis après, demandez déjà un numéro de téléphone pour que vous puissiez appeler pour savoir quand la personne qui doit vous recevoir est disponible, est présente dans l'enceinte, hein, de l'établissement. Ça, c'est pareil. C'est pareil. Le mot patient, vous voyez ça, c'est comme si vous étiez allé chez le médecin. Vous êtes vraiment patient. Vous êtes impatient et il faut être patient. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Tenez compte de ça. La patience. Vous avez rendez-vous. L'entretien va dérouler à 14 heures. Vous arrivez depuis 13h30. On vous fait attendre. Vous attendez et pim, 14 heures, il n'y a personne. 14h20, 14h30, vous restez. Peut-être quelqu'un va sortir pour vous dire, Madame, hein, Monsieur, voilà, excusez-nous, un empêchement, on ne peut pas commencer à 14 heures, on va commencer à 14h30 ou bien on va commencer à 15 heures. Il ne faut pas dire, ouais, je suis là depuis 13h30, j'ai fait l'effort. Mais non, non, vous êtes là parce que vous avez le but, hein, l'objectif en tête, c'est d'arriver à vendre vos produits ou vos services, à négocier sur un besoin précis qui est votre entreprise. C'est ça. Si vous êtes délégué, je peux comprendre. Mais si vous avez des contraintes de famille, hein, des contraintes familiales, ça peut arriver. Si vous avez des contraintes familiales, des personnes qui doivent récupérer leurs enfants à l'école, et là, vous pouvez, si vous avez quelqu'un à appeler pour vous aider ou bien pour passer récupérer les enfants, il faut le faire. Sauf si vous n'avez aucune personne, cherchez à dire ça, vous demandez un autre rendez-vous. Est-ce que je peux prendre un autre rendez-vous plus tôt dans la matinée, tel jour, parce que je dois récupérer mes enfants. Il n'y a personne. Là, on vous comprend. Il faut jamais dire, bon, c'est vrai, ils ne sont pas disponibles, je dois rentrer chez moi. Mais non, avant que vous partez, il faut dire, il faut donner les raisons pour lesquelles vous partez. Vous précisez bien, vous demandez 10 000 excuses. Excusez-moi, ce n'est pas que je ne peux pas attendre, c'est parce que j'ai mes enfants. Sinon, ça pourrait être grave. Il n'y a personne qui peuvent les récupérer pour moi. Il y a personne également qui peut les placer à la maison, qui peut aller à la maison, qui peut les occuper pour moi, etc., etc. Ça, c'est important. Il ne faut jamais laisser. Avant de partir, vous demandez un autre rendez-vous. Vous donnez votre disponibilité et après, vous notez, vous donnez des avis pour les annoncer que, voilà, il y a tel jour, je ne suis pas disponible parce que c'est moi qui m'occupe tout seul de mes enfants. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'autre temps. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'autre temps. C'est pour cela, il faut que
ce rendez-vous soit tombé tel jour, de telle heure à telle heure, comme ça. Ils vont même avoir de l'empathie pour vous. Ils vont même avoir de l'empathie pour vous. Vous montrez que vous êtes intéressé. Et en même temps, si vous avez des catalogues avec vous, vous laissez des catalogues. Vous laissez des catalogues comme ça, ils peuvent feuilleter. Laissez des catalogues comme ça, ils peuvent feuilleter. S'il y a d'autres personnes à contacter, vous donnez des contacts ressources aussi, parce que c'est important. Langage verbal et non verbal. Ça aussi, pendant que la personne parle, essayez d'arriver à décortiquer ce que la personne dit et aussi pendant que vous parlez, essayez de faire attention à des comportements dérangeants ou bien à un langage verbal qui ne veut rien dire, qui peut-être qui est sujet à interprétation. Le plus souvent, quand les filles parlent, bon, je vois ça beaucoup plus en Occident, elles ont tendance à toucher leurs cheveux. Pendant qu'ils parlent, ils font des gestes comme ça. Voilà. Ça, c'est de manière réactive. Elles font ça, qu'elles soient stressées ou non, elles font ça. D'accord? Pas le faire. Et pareil, hein, vous êtes en négociation, il faut avoir une posture professionnelle, tenue en droite, et pendant que vous parlez, vous faites des gestes. Si vous expliquez quelque chose, vous êtes dans un espace, il y a des personnes à droite de vous et des personnes à gauche de vous qui font partie de l'équipe adverse, hein, adverse, de l'autre équipe, hein. Il faut balayer de vos gestes, de vos yeux, des personnes qui sont concernées par l'entretien. S'il y a des personnes à droite comme ça, à gauche comme ça, et puis en face de vous, vous restez, vous parlez, vous donnez des exemples, vous regardez la personne. Et le plus souvent, on dit un regard des Québécois, surtout quand on discute avec les Québécois sur un sujet, ils l'ont fixe. C'est très important. Des regards vifs, hein, le reste qui ne déplace pas sur vous. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Dans la négociation, ça montre que on est quelqu'un de franc. On a la franchise dans la parole. Et aussi le langage familier. Ça, vous gardez ça pour vous. Et le langage familier, vous mettez ça de côté. Pas de vulgarité aussi, pas de blagues, des petites blagues qui ne veulent rien dire. Laissez ça de côté. Et pas de gestes parasites. Voilà. Tout ce que vous dites, vous êtes voilà, 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 voilà. Non, non, ça ne correspond pas du tout. D'accord? Votre langage verbal et non verbal doit être synchronisé au fur et à mesure que vous négociez. Déjà, la manière dont vous habillez, ça vous aide. Vous voyez, surtout les hommes, quand les hommes s'habillent hein, avec une veste hein, et qu'on détache hein, la veste, hein, on détache les boutons, ça nous permet d'avoir une posture, comme ça, s'asseoir comme ça. Et de temps en temps, on a tendance à toucher les bords de la veste pour l'arranger et ça nous donne de la hauteur, ça nous donne de la posture de supériorité d'être quelqu'un qui commande la salle, qui commande la pièce. Ça, c'est important. Ça aide beaucoup. Ça donne une aire d'autorité. Quand je dis autorité, ça donne une aire d'autorité, c'est mental, c'est pour vous. Ce n'est pas pour les personnes en face de vous, non. Vous vous sentez maître de la situation. On voit ça souvent quand, dans la négociation, on voit les femmes souvent avec un ordinateur, les autres ont peur. Les garçons, ils ont peur. Femmes qui parlent, même dans la négociation, il y a un ordinateur, même s'il n'y a rien dans l'ordinateur. Il suffit qu'il y ait une page. D'ailleurs, on ne regarde même pas l'ordinateur. Déjà, on met l'ordinateur même à côté seulement. Et ça donne déjà du pouvoir. Oui, ça donne du pouvoir. Ça, ce sont ces petites choses-là qui sont importantes. Et aussi, on a des feuilles de notes hein, avec nous. Ça aussi, ça donne, c'est un prolongement de soi, c'est un prolongement de nous. Il nous donne du pouvoir.
dans la négociation. La personne qui vient dans une négociation sans aucune note, sans rien, cette personne-là n'est pas organisée. Et tout ça participe dans le langage non verbal. Ça, c'est très important. Il faut tenir compte de ça. Après, les émotions aussi, positives, négatives, hein, ça, on met ça de côté. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans un pays touché par une catastrophe naturelle, soit tremblement de terre, inondation, et cette personne-là perd des gens de sa famille. Et en même temps, ha, il faut que la personne puisse aller travailler. Et le compte de l'histoire, la personne travaille avec des gens qui sont victimes. Et si cette personne-là est un psychologue, va écouter les autres, comment ça va se passer? Ou bien cette personne-là va négocier avec d'autres entreprises pour vendre des produits. Et les entreprises, ce sont des entreprises qui travaillent dans le cadre de l'urgence qu'on cherche à gérer. Vous voyez, on met de côté toutes ces émotions personnelles et puis on fait le boulot. Et autre chose, dans le tutoiement est proscrit, c'est plutôt le vouvoiement. Le tutoiement a ses limites. C'est le vouvoiement qui est autorisé, qui est conseillé. Même si vous connaissez la personne, c'est avec quelqu'un qui vous jouez peut-être ou vous avez une relation dans le passé, une relation professionnelle, mais vous gardez toujours le vouvoiement. Peut-être après la négociation, en buvant un coup, peut-être on peut se tutoyer, mais la négociation en soi, c'est le vouvoiement. Le vouvoiement, c'est les expressions du visage. Bon, là, vous voyez les différents types d'expressions. Ça aussi, les expressions du visage, il faut garder votre franchise. Bon, là, vous pouvez regarder sur cette photo-là, mis à part de la première photo en haut, qu'on trouve cette première photo qui est correcte, hein, avec la posture, l'expression du visage. Et quand on voit le reste, hein, quand même, ça donne à désirer. Il ne faut pas répéter ce genre de posture, mis à part de cette première posture. Voilà, ce sont ces différentes qualités pour être un bon commercial ou une bonne commerciale à respecter et à mettre en application. Je vous conseille de regarder, de révisionner cette vidéo plusieurs fois. Et puis, si vous avez un entretien de vente ou bien une négociation, un entretien d'embauche, ces conseils-là ou bien ces qualités-là pourraient être utiles pour vous. C'était tout pour cette séance. On s'arrête là. On se donne rendez-vous très bientôt et très vite pour une nouvelle séance. On vous demande de nous suivre et d'encourager votre entourage à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, dont Facebook en tapant Baraka School, sur LinkedIn en tapant Baraka School et sur YouTube en tapant Baraka School. Il ne faut pas oublier que cette formation a été mise en place par le MMFLP autour des séries de formations qui s'appellent PACDICA. Impact DICA, autour des séries de formations qui s'appellent Impact DICA. Autour des séries de formations qui s'appellent Impact DICA. Impact DICA, c'est un ensemble de formations que le MMFLP a mis en place qui permet de former 10 000 femmes pour l'année 2025. Alors, vous avez intérêt à encourager d'autres personnes à suivre, notamment cette formation sur la négociation commerciale et d'autres formations dans le cadre de l'Impact DICA. On se donne rendez-vous très rapidement pour une autre séance. D'ici là, restez branchés sur Baraka School. N'hésitez pas à nous écrire au cas où vous avez des questions ou bien vous avez des recommandations à faire. Le mail, c'est impactdica@
baraka-school.com. Il faut nous suivre sur les plateformes de type Facebook, LinkedIn et YouTube en tapant dans leur barre de recherche Baraka School. Au revoir.